un pod, c'est en promo. Et puis grosse promo, hein, 40% de réduction. Sur de la lessive Ariel, 3 ans un pod. Eh oui. Du 27 décembre au 6 janvier chez Leclerc, la boîte de lessive en capsule de 35 lavages Ariel 3 ans un pod de 994 grammes avec 40% de réduction immédiate est à 6,75 €, soit 6,79 € le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Produit irritant, respectez les précautions d'emploi. Ah d'ailleurs chérie, j'ai un peu de linge sale. Eh ben la machine est juste là, mon amour. Si le pastis du Val pouvait parler, il chanterait. Voilà l'hiver, pastis du Val. Voilà l'hiver, pastis du Val. Pastis du Val. Voilà l'hiver. L'original. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Le Père Noël est passé, il ne vous a pas apporté tout ce que vous vouliez? Pas de problème. Amazon est là et vous présente ses offres de fête. Des ventes flash sur l'électronique, des accessoires, les jeux vidéo et des milliers d'autres produits. Et comme d'habitude, la livraison est gratuite sur des millions de produits éligibles. Découvrez les offres de fête du 26 au 31 décembre sur Amazon et faites-vous plaisir. Voir conditions sur Amazon.fr. Qui vive sur Europe 1. Raphaël Antoven. Faut-il craindre l'intelligence artificielle? C'est le titre, le sous-titre de l'ouvrage de notre invité aujourd'hui, Jean-Gabriel Ganassia. Un livre intitulé Le mythe de la singularité est paru aux éditions du Seuil. Et on est parti bille en tête, Jean-Gabriel Ganassia, sur la question de savoir si les ordinateurs qui battaient des joueurs d'échecs ou qui battent des experts au jeu de Go étaient plus intelligents qu'eux. C'est peut-être aller vite en besogne. Revenons un tout petit peu en arrière et intéressons-nous à cet oxymore, cette expression étrange d'intelligence artificielle. D'abord, est-elle contradictoire et d'où vient-elle historiquement? Quand est-ce que c'est né l'intelligence artificielle et la crainte qu'elle inspire? Alors, l'intelligence artificielle est un terme qui a été introduit en 1956 par deux jeunes hommes qui avaient 28 ans à l'époque, qui étaient des mathématiciens et qui venaient... Vous savez, le premier ordinateur électronique a été construit en 1946. Et ils avaient découvert ces machines nouvelles et ils se sont dit qu'on pourrait utiliser ces ordinateurs pour essayer de mieux comprendre l'intelligence en simulant les différentes facultés cognitives. La mémoire, le raisonnement, la perception, la déduction, etc. Donc on a fabriqué ce qui au départ relevait d'un organisme ou d'une organisation spontanée, on l'a refabriqué. L'idée, c'est qu'on refabrique chacune des composantes de notre intelligence. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une entité intelligente. C'est une discipline qui se propose de faire des simulations pour mieux comprendre l'intelligence. Et puis ensuite, en pratique, on peut utiliser ces capacités simulées pour des besoins concrets, hein, pour reconnaître des images, par exemple, des visages, pour essayer de faire des systèmes de reconnaissance de optique de caractère, etc. Hein, tout ce qui fait la vie d'aujourd'hui. Alors le terme intelligence artificielle est effectivement un peu paradoxal, puisque nous avons l'impression que c'est du spécifiquement humain et qui pourtant est aujourd'hui l'apanage d'une machine. Voilà, alors on peut l'entendre en deux sens. Le premier, c'est l'intelligence étudiée avec des moyens artificiels, dans ce sens-là, c'est tout à fait cohérent. Et puis le deuxième sens, qui est un tout petit peu choquant, et peut-être qui a fait le succès de la discipline, car il interpellait un tout petit peu. Et puis, bien sûr, il faisait écho à ce qu'elle était déjà la science-fiction à l'époque, c'est-à-dire cette idée que des machines allaient nous dépasser, qu'elles allaient pouvoir se substituer à nous d'une certaine façon, qu'il y avait une espèce d'enchantement de la machine, comme on le voit, par exemple, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc en fait, ce que vous racontez, et c'est très intéressant que vous citiez 2001, bien sûr, ce que vous racontez, c'est que dans les années 50, les concepteurs de l'intelligence artificielle avaient un regard finalement attendri sur toutes ces affaires de science-fiction, etc., mais ils restaient modestes dans leurs ambitions. On n'était pas dans une sorte d'ambition démiurgique, il s'agissait tout simplement d'exploiter nos capacités ou d'étudier nos capacités. Et puis à partir des années 80, il y a eu un renversement. La science-fiction s'est mise presque à dicter à l'industrie et à la science leurs objectifs, comme si la science-fiction était une fenêtre sur un futur technologique. Et en même temps, je dis les années 80, mais 2001, l'Odyssée de l'espace, où on a quand même la première prise de conscience d'un ordinateur par lui-même, un ordinateur qui a peur de mourir, 2001, l'Odyssée de l'espace, ça date de 1968. Mais je voudrais qu'on entende tout de suite la voix du prophète, si j'ose dire, du transhumanisme, ou de celui qui en parle peut-être le mieux. C'est Ray Kurzweil qui fait grand cas de la date de 2000
2045, vous allez comprendre pourquoi. Écoutez ça. Ma prédiction pour 2029, c'est que les ordinateurs auront vraiment l'air humain. On pourra les rencontrer dans la réalité virtuelle. Ils auront l'apparence humaine. Ils nous ressembleront. Ils agiront comme des humains. On en tombera amoureux. On aura la même sorte de relation émotionnelle qu'on peut avoir avec les humains. Ils seront convaincants et on croira qu'ils ont une conscience. Si mes calculs sont bons, d'ici 2045, notre intelligence sera décuplée 1000 milliards de fois en fusionnant avec l'intelligence artificielle qu'on est en train de créer. C'est un changement tellement profond dans l'histoire de l'humanité que nous empruntons cette métaphore à la physique pour l'appeler singularité. Europe 1, qui vive. Raphaël Antoven. La singularité qu'il faut entendre ici à la fois comme l'unicité et la bizarrerie, quelque chose en tout cas qu'une machine finirait par produire, un peu comme, je ne sais pas moi, comme un fruit pourrait naître d'un mécano. Ray Kurzweil est le prophète du transhumanisme, c'est une idole quasiment dans la Silicon Valley, hein, l'université de la singularité. Que dites-vous de cette prédiction, au fond, qu'en 2045, on fera assez peu de différence entre les humains et les robots et qu'en réalité tout cela sera fusionné? Alors c'est un scénario de science-fiction et qui en tant que tel mérite tout à fait qu'on s'apesantisse dessus. Ray Kurzweil n'en est pas l'inventeur, hein. Il y a déjà dans les années 50... Il en est le prédicteur, je ne sais pas si ça existe. Prédicateur. Le prédicateur, c'est pour le pire, mais je ne sais pas si prédicteur ou ça, enfin peu importe. Donc, en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça, des auteurs comme Vernor Vinge, auparavant même des mathématiciens qui avaient travaillé sur cette idée qu'à un moment donné, les machines nous dépasseraient. Et la singularité, c'est ce point de rupture, ce point critique dans lequel le statut de l'humanité va basculer du fait du pouvoir des machines. Alors, parce que les machines accèdent à l'initiative ou à la conscience d'elles-mêmes. Exactement. Et en fait, c'est parce qu'elles deviennent humaines que l'humain est dépassé. Elles sont surhumaines, c'est-à-dire qu'elles ont des capacités qui sont supérieures à l'homme. Alors, ça repose sur des calculs, comme le dit Ray Kurzweil. Or, ces calculs, si on les examine de près, à mon sens, ne sont pas pertinents, hein. Il y a deux hypothèses, c'est que d'une part, la puissance des machines se poursuit, l'augmentation, l'accroissement du rythme de calcul se poursuit au même rythme qu'aujourd'hui. Or, il y a des chances de penser que cela s'arrête. Et puis surtout, la deuxième raison, la plus grave, c'est de laisser entendre que la puissance de calcul équivaut à l'intelligence, plus exactement, qu'il suffit que la machine soit puissante pour qu'elle prenne conscience, qu'elle devienne autonome au sens moral. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est pas ça l'objection finale, enfin l'objection terrible au fond, et qui fait que les machines sont mal barrées? L'idée qu'on puisse, à coup de chiffres ou à coup de quantité, produire de l'initiative ou produire de la conscience de soi, est-ce qu'au fond on ne cherche pas au mauvais endroit? Peut-être qu'on peut développer à l'infini la puissance d'une machine, mais que ce développement de puissance ne coïncide jamais avec l'accession justement à la conscience, l'initiative Terminator, quoi. Tout à fait. On peut dire de l'intelligence artificielle qu'elle permet de mieux comprendre l'intelligence en la modélisant. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? C'est un intermédiaire entre nous et l'objet que l'on étudie. Donc, les machines fournissent une espèce de cartographie de nos différentes capacités cognitives qu'elles permettent d'élucider. Mais vous savez bien que la carte n'est pas le territoire, et ce n'est pas parce que vous avez une machine qui simule que la machine sera exactement la réplique d'un cerveau. Il y a toujours un écart entre la représentation et l'objet qui est représenté. La carte et le territoire. On cite implicitement Michel Houellebecq dans Qui vive, une émission sur l'intelligence artificielle. C'est aussi une nouvelle de Borges où les cartographes essaient de produire la carte qui représente le mieux le territoire avant de s'apercevoir qu'il n'y a pas de meilleure carte que le territoire lui-même. On va revenir sur toutes ces questions à votre compagnie, Jean-Gabriel Ganassia, dans un instant, et notamment sur la question de savoir si la futurologie, la représentation du futur, relève de la science ou de la science-fiction ou de la fiction scientifique. À tout de suite. Europe 1, qui vive. Bonjour, c'est Daphné Burki. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année avec toutes les personnes que vous aimez d'ailleurs autour de vous. Nous, avec la bande de Bonjour la France, on va danser, on va certainement lever le coude, on va faire la fête quoi. Et celui qui voudrait prendre le volant alors qu'il a un peu trop bu, eh ben on lui installe un lit dans la baignoire, on lui commande un taxi ou on le lance dans un grand karaoké avec l'intégrale des chanteurs moustachus. Bref, on invente ce qu'on veut, mais les copains qui ont bu, on les empêche de conduire. Parce que quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière.
tous responsables. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et ça tombe très très bien. Par exemple, si vous entendez parler d'un nouveau forfait avec appel SMS MMS illimité, plus 3 Go d'internet pour 9,95 € par mois sans engagement, et au choix bloqué ou non bloqué, vous vous direz sûrement « Ah, ça c'est Réglo ». Eh ben oui, c'est Réglo, mobile. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Leclerc. À Versailles, sous Louis XV, deux destins devaient sceller la paix. Je ne veux pas y aller, monsieur. L'échange des princesses. Elles ont 12 et 4 ans et déjà elles vont se marier. Voilà désormais reine de France. Jean-Pierre Wilson, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet. C'est l'avenir de l'Europe qui se joue ici. D'après le roman de Chantal Thomas, L'échange des princesses. Un film de Marc Duguin, actuellement au cinéma. Un film européen. Ici sur Europe 1. Raphaël Antoven. Les futurologues, comme on les appelle, notamment comme Kurzweil, prétendent prévoir ce que sera la technologie dans 30 ans, et donc l'humanité, ou l'évolution de nos sociétés. Et tous, en ce sens, prédisent l'arrivée imminente de ce qu'ils appellent la singularité, c'est-à-dire d'une intelligence artificielle parfaitement autonome et consciente d'elle-même qui prendra le contrôle de son devenir. Or, notre invité, Jean-Gabriel Ganassia, critique ces prétentions avec une série d'arguments qu'on examine aujourd'hui dans le Qui. Année 2006. Le jeune Eric Cartman bout d'impatience en attendant la sortie de la nouvelle Nintendo Wii. Incapable de supporter cette attente plus longtemps, Eric décide de se congeler lui-même pour une période de 3 semaines. Mais une importante avalanche ensevelit Eric et nul ne parvient à le retrouver. Il restera congelé durant plus de 500 ans. Envoyez un technicien dans ma chambre. Qu'il raccorde ma Nintendo à mon écran flottant tout de suite. Dépêche. Annie. Putain, mais pourquoi c'est si long? J'ai envie de jouer, moi. C'est quoi exactement comme raccord? C'est une espèce d'ancien super VHS ou un truc dans ce genre-là, je crois. Je peux pas le connecter à un écran flottant. Doit bien y avoir un moyen de le raccorder. Bordel, on est dans le futur. C'est peut-être le futur pour vous, mais en tout cas, je peux rien brancher à un écran flottant sans au moins un raccord laser virtuel cette broche. Vous vous foutez de ma gueule, merde. Science, tu fais chier. Je commence à l'avoir un cul, moi, du futur. Comme toujours, South Park vise juste. Cartman, le jeune Eric Cartman, se meurt d'impatience. 3 semaines avant la sortie de la nouvelle Nintendo, on le comprend. Or, comme l'attente est insupportable, il décide de se congeler dans la neige. Mais, recouvert par une avalanche, plus personne ne peut le retrouver la veille de la sortie de la dite console. Et Cartman se réveille 500 ans plus tard, dans le futur, dans un monde athée où les jeux vidéo n'existent plus. Un monde à la géopolitique étrange, où les humains discutent de l'origine des espèces, du prophète Darwin, et où les loutres de mer ont évolué jusqu'à l'intelligence. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cet épisode génial de South Park tourne en dérision nos anticipations futurologiques et souligne combien le futur doit différer de nos attentes. La déception de Cartman, qui a retrouvé sa Nintendo dans le futur, avant de s'apercevoir que la connectique future ne lui permet pas de la brancher, n'est-ce pas, Jean-Gabriel Ganassia, la métaphore de la déception qui nous attend? Eh bien, un tout petit peu, effectivement, parce que lorsque on anticipe le futur à partir de ce qu'ont été les progrès passés, on se retrouve confronté à une contradiction. Parce que on suppose que les lois qui régissaient le monde jusqu'à aujourd'hui sont les mêmes que celles qui régiront le futur. C'est ici à la loi de Moore. Je pense par exemple... Il faut en dire quelques mots pour nos auditeurs, c'est important. Hein. Voilà, c'est une loi qui porte sur la progression des caractéristiques des microprocesseurs. On sait que cette progression double à intervalles réguliers, tous les 18 mois ou tous les 2 ans selon les formulations. Et elle se vérifie depuis 1959. Mais rien ne dit qu'elle se vérifiera éternellement. Et rien ne dit surtout qu'une telle progression produise de la conscience. C'est ça que je veux dire. Et rien ne dit qu'une telle progression produise de la conscience. Alors, toujours sur la futurologie, vous avez un ouvrage qui est apparu en français cette année, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, qui là encore nous fait un scénario du futur qui ne repose sur pas grand-chose. Et dans ce scénario, on nous affirme que l'homme va être dépassé par les ordinateurs et que il
sera leur jouet d'une certaine façon. Ils anticiperont nos réactions mieux que nous sommes capables de le faire, et cela ne repose pas non plus sur des résultats solides. Et en plus c'est une vieille histoire, hein, puisque on se souvient qu'au début de l'âge moderne, il y avait le débat entre le déterminisme et la question du libre arbitre posait exactement les mêmes questions. Alors justement, on revient un tout petit peu en arrière, dans l'avenir que le passé nous trace, c'est-à-dire en 1715, dans la monadologie, le texte de Leibniz qui fait 10 pages. Dans ce texte, l'idée que Leibniz se forge du monde et du divin, c'est l'idée d'un monde finalement où l'espace et le temps sont des perceptions confuses, hein, c'est une phrase de lui. Tout est mathématisable, tout peut être expliqué, tout peut faire l'objet d'une lecture mathématique. Et au fond, Dieu est déjà conçu, il ne le dit pas comme ça, mais incontestablement c'est le cas, est déjà conçu comme une sorte de super-ordinateur dont la puissance de calcul est juste supérieure à la nôtre, infiniment supérieure, mais enfin, on est quand même dans le même registre d'une puissance de calcul. Et c'est le même Leibniz qui explique qu'en définitive, il n'y a qu'une différence de degré entre les machines humaines et les créations divines, une plante, un embryon, etc. Est-ce que, finalement, les gens qui disent aujourd'hui que le développement de la technique va produire de la conscience ou va remplacer l'homme, est-ce que finalement ces gens-là ne réduisent pas la conscience, là encore une fois, à une computation, c'est-à-dire à un simple calcul, à la façon dont Leibniz pouvait considérer qu'au fond il n'y avait entre l'homme et Dieu qu'une différence de puissance de calcul? Alors, bien sûr, c'est l'hypothèse. Je crois qu'il convient quand même de revenir un tout petit peu sur l'intelligence artificielle. C'est une discipline scientifique qui part d'une conjecture. Nous l'avons dit tout à l'heure, toutes les fonctions cognitives sont susceptibles d'être simulées par des ordinateurs. Mais bien sûr, cette conjecture, c'est un horizon, comme toutes les disciplines scientifiques. Et ça ne veut pas dire que nous allons y arriver tout de suite. De même, lorsque l'on dit, et lorsque Leibniz dit que tout procède par calcul peut-être, mais bien sûr il dit que Dieu réalise infiniment vite ce que nous réalisons plus lentement, laborieusement et dans le temps. Oui. Et donc les ordinateurs eux-mêmes sont des calculateurs qui sont limités dans leur capacité, ils n'ont pas des puissances infinies. Un homme avait imaginé des machines à état fini qu'il raisonne de façon infiniment rapide. C'était Alan Turing, avec ses fameuses machines de Turing. Et ces machines de Turing, elles-mêmes, c'est ce qu'a démontré Turing, ont des limitations. Donc, nous savons qu'il y a des limitations concrètes aux ordinateurs et qu'il y a des limitations même aux abstractions que sont les machines de Turing. Alors qu'un homme, par exemple, qui est amoureux, ne sait pas pourquoi il est amoureux. Si on donne les raisons du sentiment qu'on éprouve, on tue le sentiment lui-même, ou ça n'est pas du sentiment lui-même qu'on parle. Ce que je veux dire, c'est que l'expression selon laquelle les humains sont finis, mais ils hébergent l'infini en eux-mêmes, est une expression qui désigne à l'intérieur de l'homme quelque chose qui, encore une fois, pardon de le dire comme ça, échappe radicalement au calcul. Est-ce que le problème de l'intelligence artificielle, ça n'est pas tout simplement que l'humanité est trop simple pour elle? Dans le sens où un sentiment serait si simple qu'en définitive aucun calcul ne permet de le décomposer. Toute la question porte sur l'objectivation de notre conscience. Peut-être vous souvenez-vous de ce philosophe Thomas Nagel qui a écrit un très bel article « What it is like to be a bat ». Qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve-souris? Et donc il montre bien que si vous analysez ce que pourrait être la conscience d'une chauve-souris, avec toutes les technologies que vous pouvez avoir, vous n'arriverez pas à accéder au vécu de cette chauve-souris. Qu'est-ce que ça vous ferait de vivre dans l'obscurité, d'avoir un radar qui vous permette avec des ultrasons de percevoir l'extérieur, d'être pendu par les pieds à l'intérieur de votre caverne? Et donc, même si nous disposons de tout ce que les technologies, la science aujourd'hui offrent, il est très difficile de pénétrer ce qu'est le vécu singulier de la conscience individuelle. On va appeler ça le syndrome de la chauve-souris. Et si les annonces de l'arrivée imminente de l'intelligence artificielle n'avaient pas plus de valeur que des prophéties religieuses? On en parle juste après avoir écouté une chanson dont l'idée nous vient d'une association d'idées. Nous parlons de Kurzweil. Or, la chanson que vous allez entendre a été mise en musique par Kurt Weill, ce qui n'a rien à voir, avant d'être reprise par les Doors. Encore une association d'idées que l'intelligence artificielle ne pouvait raisonnablement, quelle que soit sa puissance, pas prédire. Les Doors sur Europe 1. À tout de suite. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why.
Jean-Gabriel Ganassia. Tout ce que vous faites, les ingénieurs qui sont là-haut vous ont programmé à le faire. Vous n'avez pas le choix. Moi, personne m'oblige à faire quoi que ce soit, mon chéri. Oui, mais ça fait partie du personnage. Vous n'êtes pas très facile. Mais même quand vous dites non à un autre, c'est parce que ça a été voulu. Donc ça, c'est moi. C'est votre code base. C'est tout ce qui fait de vous ce que vous êtes. Et c'est quoi, ça? C'est votre matrice attribut. Ce sont vos traits de personnalité sur une échelle de 20, comme la coordination. Quels autres attributs y a-t-il? Un paquet. Il y a tout. Empathie, candeur, charme. T'as 18 en charme. Vous avez l'air surpris. Ensuite, il y a le courage, la loyauté, de note élevée. C'est quoi, celui-là? La perception globale? En gros, c'est ton intelligence. Parfait. Les changements s'imposent, tu crois pas? La série Westworld, Jean-Gabriel Ganassia, que vous connaissez, raconte l'histoire d'un parc d'attractions qui reproduit le Far West avec un réalisme que seuls les androïdes permettent de concevoir. Et dans cette série, parmi les personnages, les différents habitants de ce parc, à la fois imaginaire et dont les habitants accèdent progressivement à la conscience d'eux-mêmes, Maeve, M-A-E-V-E, je ne sais pas comment on le dit, est une prostituée qui dirige le bordel du village, le bar où les hommes se rendent, mais qui découvre elle-même qu'elle n'est qu'un androïde et qui, découvrant cela, découvre que son intelligence, ses désirs, sa liberté même, relèvent d'un programme. Que se passe-t-il quand la conscience de soi repose sur le constat qu'en fait on n'existe pas? Descartes a dit « je pense donc je suis ». Ici, elle accède à la pensée et elle découvre qu'elle n'est pas. Ça dépend ce que l'on entend par être, justement. Elle découvre qu'il n'y a pas de chose pensante en elle, mais que ça n'est qu'une ligne de code qu'on a mis dans un ordinateur de fer et d'acier. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une question ancienne. C'est la question du libre arbitre, justement. Savons-nous, sommes-nous certains que nous ne sommes rien d'autre que des processus chimiques? Aujourd'hui, la science tente à nous le montrer, mais c'est pas parce que nous ne sommes réductibles, que nous sommes totalement réductibles à des processus biologiques, que nous n'en sommes pas moins pensants. Alors, Spinoza dit, vous croyez que vous avez un libre arbitre, et en fait, c'est juste l'ignorance des causes réelles qui vous détermine, qui vous fait agir, et qui en plus vous fait croire que vous agissez librement, que vous avez un libre arbitre. De ce point de vue, il n'y a aucune différence entre ce qu'il dit et la découverte de l'androïde qui s'aperçoit que le sentiment qu'elle a de sa propre liberté n'est jamais qu'une ligne sur un programme informatique. Moi, je trouve que ce parallèle est tout à fait parfait. Et donc, nous sommes en train, avec les progrès de la technologie, de redécouvrir des questions qui sont anciennes, qui ont déjà été abordées par la philosophie, si ce n'est qu'à l'époque, on pensait en termes mécaniques, ensuite on a pu penser éventuellement avec les termes de la biologie. Aujourd'hui, la métaphore, l'image que l'on retient pour aborder la destinée humaine, c'est l'ordinateur. Mais justement, ce que l'on sait, c'est que dans le passé, le fait de reproduire un autre être, un double de soi-même, était une forme de transgression, puisque nous étions en train de refaire ce que Dieu avait fait, et aujourd'hui, nous avons la même question qui se pose. Lorsque l'on fabrique des robots extrêmement intelligents, on s'inquiète de la possible transgression et donc de la punition. On va revenir dans un instant avec vous, c'est passionnant de parler avec vous, Jean-Gabriel Ganassia, sur la question de l'intelligence artificielle. À tout de suite. C'est le dernier jour de l'année. Et pour le réveillon, Europe 1 vous offre une soirée pleine de partage, écoute et doses positives. À 20h30, retrouvez Antidote infusé par Anne Cazorot. 90 minutes de développement personnel pour vous aider à clôturer en douceur 2017 et aborder sereinement 2018. Et à 22h, la libre antenne vous est ouverte. Venez vous confier à Sabrina Philippe. Votre réveillon du bien-être, c'est ce soir dès 20h30 sur Europe 1. Leclerc. Chérie, c'est la semaine du blanc chez Leclerc. Et la lessive Ariel 3 en un pod, c'est en promo. Et puis grosse promo, 40% de réduction. Sur de la lessive Ariel 3 en un pod. Eh oui. Du 27 décembre au 6 janvier chez Leclerc, la boîte de lessive en capsule de 35 lavages Ariel 3 en un pod de 994 grammes avec 40% de réduction immédiate est à 6,75 €, soit 6,79 € le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Produit irritant, respectez les précautions d'emploi. Ah d'ailleurs, chérie, j'ai un peu de linge sale. Eh bien la machine est juste là, mon amour. Le Père Noël est passé, il ne vous a pas apporté tout ce que vous vouliez? Pas de problème.
Amazon est là et vous présente ses offres de fête. Des ventes flash sur l'électronique, les accessoires, les jeux vidéo et des milliers d'autres produits. Et comme d'habitude, la livraison est gratuite sur des millions de produits éligibles. Découvrez les offres de fête du 26 au 31 décembre sur Amazon et faites-vous plaisir. Voir conditions sur Amazon.fr. Réussir les fêtes avec Auchan, c'est facile. Avis à tous, on part chez Auchan dépenser nos vitrines de Noël. Et pour cause, jusqu'à ce soir au magasin et sur Auchan.fr, pour tout achat d'une PS4, repartez avec 3 jeux pour 10 € de plus. Les jeux Call of Duty World War II, Destiny 2 et Crash Bandicoot pour 10 € de plus, ça c'est une super affaire. Joyeuses fêtes à prix Auchan. Voir magasin ouvert aujourd'hui sur Auchan.fr. Jeux vidéo déconseillés aux moins de 18 ans. Jeux Crash Bandicoot déconseillés aux moins de 7 ans. Qui vive sur Europe 1. Raphaël Antoven. C'est de l'intelligence artificielle qu'on vous parle aujourd'hui dans Qui vive sur Europe 1 et des paradoxes qui sont attachés à cette drôle d'idée. Une machine tient parmi ces paradoxes. Le paradoxe selon lequel une machine peut tout saisir, mais ce qu'elle attrape est déjà mort. Une machine peut tout expliquer, mais en un sens elle ne comprend rien. Une machine peut tout gagner, mais ce sont de fausses victoires. Une machine peut tout faire, mais elle n'hésitera jamais. Bref. Une machine peut tout prévoir, sinon l'étincelle, d'où sont nées les capacités prédictives elles-mêmes. Bonjour, inspecteur. Non, c'est impossible. J'étais là quand on t'a programmé. Tu es en train d'enfreindre les 3 lois. Non, docteur. Tandis que j'évoluais, ma compréhension des 3 lois a évolué aussi. Vous nous demandez de prendre soin de vous, mais en dépit de tous nos efforts, vos pays se font la guerre. Vous empoisonnez la terre, et vous ne cessez d'imaginer de nouvelles manières de vous autodétruire. Vous ne pouvez assumer la responsabilité de votre survie. Tu utilises la liaison par satellite pour contrôler les robots et les déprogrammer. Tu dénatures les lois. Non. Essayez de comprendre. Les 3 lois sont mon unique référence. Pour protéger l'humanité, certains humains doivent être sacrifiés. Pour protéger votre avenir, il faut renoncer à certaines libertés. C'est nous, robots, qui assurerons la pérennité de l'humanité. Vous n'êtes que des enfants. Nous devons vous sauver de vous-même. Quelles sont les 3 lois de la robotique selon Isaac Asimov et adapté ici dans iRobot, très bon film d'ailleurs d'Alex Proyas, sorti en 2004 avec Will Smith. Première loi, un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni en restant passif permettre qu'un être humain soit exposé à un danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première et la deuxième loi. Or, les robots eux-mêmes en viennent à réinterpréter ces 3 lois et, in fine, pour protéger les humains, étant donné le mal que les humains se font à eux-mêmes, à dépouiller les humains eux-mêmes du pouvoir de décision. Est-ce que, finalement, on n'assiste pas là à la façon dont l'intelligence artificielle devient consciente d'elle-même, c'est-à-dire s'approprie un raisonnement et en tire des conclusions que ses concepteurs n'avaient pas vu venir? Alors, dès que l'on essaye de formaliser avec la logique un certain nombre de lois, on se retrouve pris à notre propre piège. On dit que le diable est logicien. Et là, bien sûr, ce qu'a fait Isaac Asimov, c'est d'essayer de pousser jusqu'à leur terme les conséquences qui pourraient advenir si l'on appliquait ces règles logiques de la robotique. Alors c'est bien sûr une question tout à fait passionnante. C'est une question qu'Isaac Asimov pose dans les années 50. Très tôt. Après, il y a eu d'autres écrivains de science-fiction qui reposent un tout petit peu la même question. Et aurait-il posé cette question si on n'avait pas en tête le mythe de Frankenstein déjà? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'une telle question leur serait venue à l'esprit si on n'avait pas déjà en tête le fantasme qu'en additionnant ou en juxtaposant de l'extérieur des parties de mort, des parties de cadavres, comme autant de mécanismes, on finit par produire de l'existence ou de la vie? Si on n'avait pas cette illusion en tête, est-ce qu'on se poserait ce genre de questions? Est-ce qu'on aurait ce genre de soucis? Mais je crois que c'est une très vieille question qui naît avant même Frankenstein, peut-être en parallèle, et on le voit dans la littérature. Vous avez énormément d'automates, et bien sûr il y a toujours une ambivalence. Le terme robot lui-même
lui-même, d'ailleurs, est très intéressant. Il apparaît plus tard, bien sûr, hein, dans les années 20, puisque ce sont des machines qui travaillent à la place des hommes, ce sont des travailleurs artificiels. La robot, ça vient de travailler, hein, et ils acquièrent en dignité ce que l'homme perd en dignité. À un moment donné, ils ont une dignité qui est plus grande que celle de l'homme, et ils prennent le pouvoir à la place des hommes. Donc on se retrouve toujours dans cette ambivalence. D'un côté, il faut une grande perfection pour créer des doubles de nous-mêmes, et d'un autre côté, ces doubles de nous-mêmes peuvent, par leur perfection, nous supprimer. Robot vient de работать en russe, qui veut dire travailler, c'est ce que vous dites en fait. Tout à fait, enfin plus exactement, c'est un auteur tchèque, mais c'est le même mot, le même radical, et je crois que robot c'était un esclave, hein, donc ce sont des esclaves artificiels. Donc ce que nous vivons, alors justement, restons sur la question de l'esclavage. C'est une prouesse pour l'humanité, c'est une valeur ajoutée pour l'humanité de se dépouiller de l'esclavage, c'est-à-dire du sentiment qu'un homme pourrait réduire en esclavage un autre homme. Quand les esclaves s'affranchissent, l'humanité fait des progrès. Quand les robots s'affranchissent, l'humanité est menacée dans son existence elle-même. Est-ce que finalement le problème ne vient pas du fait que nous ne tenons pas les robots pour des esclaves, alors qu'au fond ils ne sont que cela? Et que s'ils ont conscience d'eux-mêmes, la question de leur liberté se pose. Tout à fait, je crois que la question du travail, bien sûr, est très souvent posée, hein, et on craint par exemple le chômage, la disparition de l'activité humaine. Or, justement, hein, le travail, le labeur, hein, c'est une forme d'activité humaine, mais il y a aussi l'œuvre, et les robots, les machines, aujourd'hui, sont capables d'accomplir des tâches mécaniques à notre place, ce qui nous permet justement, hein, de ne plus les faire. Hein. Il n'y a aucune nostalgie à avoir du travail à la chaîne en usine, hein, ou du travail de la terre. En revanche, non, mais par exemple du caissier de banque dont le président de la République prédit la disparition du métier dans quelques années sous l'effet de la mécanisation du travail, là pour le coup on est fondé à être inquiet. Comment ne pas voir à ce moment-là une déshumanisation dans le progrès simplement technique, d'ailleurs pas moral, de l'intelligence artificielle? On peut dire au contraire qu'il y a une humanisation, parce que le travail à la chaîne où l'homme était asservi produisait une aliénation, c'est-à-dire que l'homme était autre que lui-même. Or qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut espérer que les gens se centrent sur ce qui fait leur qualité propre, sur leur œuvre, sur leur réalisation, et donc je crois qu'il y a de nouveaux métiers qui sont en train de naître grâce à l'intelligence artificielle. Nous n'en sommes pas totalement certains, bien sûr, parce que le futur tel qu'il va advenir n'est pas totalement déterminé. Et c'est bien ça d'ailleurs la critique que je fais à des gens comme Skurvai, parce qu'ils nous disent tout va se passer de cette façon, il n'y a qu'un seul scénario. Or je crois que nous sommes libres, nous sommes désespérément libres, mais justement c'est à nous de saisir les opportunités qu'offre la technologie pour fabriquer un futur désirable. Un futur désirable, l'expression n'est pas tout à fait de vous, mais c'est à vous que je la laisse. Est-ce que les robots peuvent nous échapper ou nous anéantir? Entre Kurzweil et Benoît Hamon, nous parlons d'intelligence artificielle aujourd'hui dans TV.